Bonsoir à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous accueillir pour ce 49e Show qui va être d'une durée de 20 à 30 minutes après cette excellente interview de Raven la semaine dernière qui nous laisse pantois ou interrogateur si l'on veut sur les phénomènes de l'au-delà, la médiumnité. J'espère qu'il vous a vraiment apprécié car ce soir on va parler d'une histoire que j'avais écrite et qui s'est révélée vraie. J'ai hâte de vous la partager, même si c'est triste comme tout, c'est fou comme les coïncidences peuvent être frappantes. Je vais également vous lire une histoire d'horreur intitulée L'ombre paternelle, qui va mêler un papa assez bizarre et protecteur envers son fils, et la critique d'un film, Déviante, un film mi-comique, mi-horreur, qui m'a fortement plu. Avant tout, je voulais vous rappeler que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux pour des vidéos terrifiantes et uniques, notamment sur YouTube, en Shorts où vous êtes de plus en plus nombreux, on va atteindre les 1300 abonnés, mais également sur Instagram et sur TikTok. Je sors des vidéos terrifiantes par l'intelligence artificielle, mais également des traits d'horreur. Je vous invite vivement à vous connecter sur ces réseaux. Si vous avez une histoire à me partager, mon mail est ouvert et mes DM également dans le noir pdcst@gmail.com. Et j'en profite pour vous dire que j'ai un compte Patreon si vous voulez me soutenir comme Laurence et Pascal ce mois-ci qui nous ont rejoints. Un petit don, c'est pas grand chose, mais ça m'évitera peut-être dans le futur de vous mettre un max de pub, j'en suis désolé, mais j'ai un travail très prenant à côté et ça me permet de continuer à vous délecter d'histoires terrifiantes et bien dégoûtantes. Autre point, si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez également laisser une petite note sur Spotify ou Apple Podcast. Ça prend 2 secondes et c'est un soutien énorme. Merci beaucoup. Et tout de suite, on va passer à la première histoire, l'ombre paternelle. Je ne sais pas à qui d'autre en parler, ni ce que j'attends vraiment en publiant ceci. Je ne peux appeler personne. Il est toujours dans les parages. J'écris ça depuis mon téléphone, recroquevillé dans mon placard, espérant que les craquements de la vieille maison couvriront le tapotement frénétique de mes pouces. Je me sens comme un petit enfant à nouveau, me cachant des monstres. La différence, c'est que cette fois, le monstre pense qu'il est mon père. Laissez-moi revenir en arrière. J'ai 23 ans, je vis avec mon père. Ce n'était pas prévu, évidemment. Fac, boulot, mon propre appartement, c'était le plan. Mais l'économie est ce qu'elle est. Ma mère est décédée il y a quelques années, et il prenait de l'âge. Il est à la retraite, et sa pension suffit tout juste à garder les lumières allumées dans cette vieille maison. Ce n'était pas un mauvais deal. Je faisais mes gardes dans un entrepôt au centre-ville, j'aidais pour les factures, et lui bricolait, regardait ses vieux films et se plaignait de son dos. On avait notre rythme, c'était calme, peut-être un peu solitaire, mais c'était normal. Le changement fut si graduel que je ne l'ai presque pas remarqué. Au début, c'était juste sympa. Mon père, qui pendant les 5 dernières années avait surtout traité le fauteuil devant la télé comme une extension naturelle de son corps, s'est remis à bouger. Il avait toujours été un homme imposant, un ancien mécanicien, et l'âge s'était déposé sur lui comme une épaisse couche de poussière. Mais soudain, la poussière avait disparu. Ça a commencé il y a environ 1 mois. Il est descendu au sous-sol pour réparer une fuite. J'avais proposé de le faire, mais il avait insisté. J'ai encore de l'usage dans ses vieilles mains, avait-il grommelé, un refrain familier. Il est resté là-bas pendant des heures. Je me souviens avoir appelé une fois, demandant s'il avait besoin d'aide, et avoir juste reçu en réponse un « je gère ». Quand il est finalement remonté, il était barbouillé de saleté et de crasse, mais il souriait. Un vrai sourire jusqu'aux oreilles, plus large que ce que j'avais vu depuis une décennie. « Tout est réglé », annonça-t-il, frappant ses mains poussiéreuses l'une contre l'autre. Il avait l'air revigoré. J'ai juste pensé qu'il était fier d'avoir géré la réparation. Le lendemain matin,
Je me suis réveillé avec l'odeur du bacon et le son des oiseaux qui chantaient dehors. Ce n'était pas inhabituel. La partie inhabituelle, c'était mon père, debout, devant la cuisinière, fredonnant. Il n'avait pas préparé un vrai petit déjeuner depuis la mort de ma mère. D'habitude, il se versait juste un bol de céréales et grognait un bonjour. « Bonjour fiston », dit-il, sa voix lumineuse. « Tu veux des œufs ?» J'étais surpris, mécontent. « Ouais, bien sûr, merci. T'as l'air de bonne humeur. »« Je me sens en forme, » dit-il, retournant les yeux avec vivacité qui a failli en envoyer un par terre. J'ai décidé que j'étais resté assis trop longtemps. La vie, c'est fait pour être vécue, non ? Cette semaine-là, il fut un tourbillon d'activités. Il a tondu la pelouse, ce pourquoi je devais généralement le harceler pendant des jours. Il a nettoyé les gouttières. Il a même commencé à huiler les charnières des portes pour qu'elles ne grincent plus. J'étais ravi. Je pensais que, peut-être, il s'était enfin extrait du long et silencieux chagrin dans lequel il nageait. Je pensais que je récupérais mon ancien père. Le premier indice que quelque chose n'allait pas est venu une semaine plus tard. Je me préparais à sortir avec des amis. C'était un vendredi soir, le premier que j'avais eu de libre depuis un moment. J'enfilais ma veste quand il est entré dans le salon, se tordant les mains. « Tu sors ?» demanda-t-il. Sa voix avait perdu son tranchant joyeux. Elle était comme tendue. « Ouais, juste pour quelques heures, prendre une bière avec quelques gars du boulot, quoi. » Il grimaça et mit une main sur sa poitrine. « Oh, c'est juste que je me sens un peu bizarre, ma poitrine est serrée. C'est probablement juste une indigestion, mais tu sais... » Je me suis arrêté, mes clés à mi-chemin de ma poche. Son visage était pâle. J'ai ressenti une vague de culpabilité. « Tu vas bien ? Je devrais appeler quelqu'un ?»« Non, non, rien de tel, dit-il rapidement, agitant une main dédaigneuse. Je suis sûr que ça va passer. C'est juste que je ne voudrais pas être ici, seul, et si ça s'aggrave... » Alors je suis resté. J'ai enlevé ma veste, commandé une pizza, et on a regardé un de ces vieux westerns en noir et blanc. Sa douleur à la poitrine a semblé disparaître par magie au moment où je me suis assis sur le canapé. J'étais agacé, mais je me suis dit qu'il vieillissait juste et qu'il était anxieux. La fois suivante où j'ai essayé de partir, quelques jours plus tard, c'était son dos. Il prétendait qu'il s'était bloqué si gravement qu'il ne pouvait pas se lever du canapé pour aller chercher un verre d'eau. J'ai passé la soirée à lui apporter des choses, à lui masser les épaules et à l'écouter gémir. Au moment où mon ami a appelé pour demander où j'étais et que j'ai dit que je ne pouvais pas venir, il s'est soudain senti un peu mieux et a réussi à se lever pour aller aux toilettes tout seul. C'est devenu un véritable schéma. Chaque fois que je faisais un plan pour quitter la maison, pour n'importe quelle raison autre que mes gardes de travail, il développait une maladie soudaine et débilitante. Une migraine, des vertiges, une gastro. C'était si manifestement manipulateur que je me suis mis en colère. Et on s'est disputé à ce sujet. « Je peux pas être ton prisonnier !» ai-je crié un après-midi, après qu'il ait simulé une quinte de toux pour m'empêcher d'aller à l'épicerie. « J'ai besoin d'avoir une vie !» Son visage s'est effondré. Pas de colère, mais avec une tristesse profonde et incommensurable qui m'a complètement désarmé. « J'ai juste besoin que tu sois là, » chuchota-t-il. « C'est trop demandé ? Je me sens seul. Que pouvais-je dire à ça ? Je me sentais encore comme le plus gros connard du monde. Et je suis resté à la maison. Mais le père actif et énergique était toujours là. Entre ces épisodes soudains, c'était un dynamo. Il a repeint le porche, il a réparé la clôture branlante dans le jardin, il était debout à l'aube, jardinant avec une ferveur que je n'avais jamais vue. Il était plus fort, plus rapide. Il portait toutes les courses en un seul voyage. Des sacs pendus à ses bras, même sans respirer lourdement. Lui, mon père, qui s'essoufflait en montant les escaliers. C'était une contradiction que je ne pouvais pas réconcilier. La vraie peur, celle qui vous rampe le long de la colonne vertébrale et vit au fond de votre gorge, a commencé avec le soleil. On était dans le jardin. Il avait désherbé les parterres de fleurs que ma mère avait plantées il y a des années.
et j'étais assis sur les marches, parcourant mon téléphone. C'était un après-midi lumineux et sans nuages. Le soleil tapait, projetant de longues ombres nettes sur la pelouse. J'ai remarqué ma propre ombre, une silhouette sombre et étirée d'un homme affalé sur un téléphone. Je l'ai regardé, lui, à genoux dans la terre, et j'ai vu l'ombre du rosier, l'ombre de la clôture, l'ombre du bain d'oiseau, mais pas la sienne. Il était une figure solide sous le soleil éclatant, mais le sol autour de lui était intact, d'un vert vif et pur. Il n'y avait aucune ombre. J'ai cligné des yeux, me les suis frottés. Ça devait être un tour de lumière, une illusion d'optique. J'ai détourné le regard, puis j'ai regardé à nouveau. Toujours rien. Un homme parfait, sans ombre, dans un monde plein d'ombre. Un nœud froid s'est formé dans mon estomac. « Hé, papa !» ai-je dit, ma voix sonnant mince et étrange à mes propres oreilles. « Tu peux me donner un coup de main avec ça ?» J'ai pointé vers un lourd pot en terre cuite de l'autre côté du patio, un endroit en plein soleil, direct et impitoyable. Il a levé les yeux, et pendant une seconde, j'ai vu quelque chose dans ses yeux, un éclair de panique. Il a protégé son visage du soleil avec sa main, même s'il plissait déjà les yeux. « Dans une minute, fiston, je veux juste finir ce coin. » Il n'est jamais venu. Il est resté dans le jardin, et alors que le soleil commençait à se coucher, il semblait suivre la ligne reculante de l'ombre de la maison, se gardant toujours juste à l'intérieur. À partir de ce jour, je suis devenu obsédé. Je l'observais constamment. J'ai remarqué comment il ne se tenait jamais près des fenêtres pendant la journée, comment il trouvait une excuse pour bouger si un rayon de soleil tombait sur lui dans le salon, comment il faisait toujours ses promenades le soir après que le soleil soit descendu sous l'horizon. Il était toujours attiré par l'ombre, vers les coins sombres de la maison. Mon inquiétude s'est transformée en effroi. Les excuses pour me garder à la maison sont devenues plus frénétiques. La semaine dernière, il a débranché ma batterie de voiture, puis a feint l'ignorance. Il y a quelques jours, je me suis réveillé pour découvrir qu'il avait, accidentellement, verrouillé la porte d'entrée et perdu la clé, nous piégeant tous les deux à l'intérieur, jusqu'à ce qu'il la trouve miraculeusement ce soir-là. J'ai essayé de lui parler. Je l'ai fait asseoir dans la lumière tamisée du salon, il y a 2 nuits. « Papa, il faut qu'on parle. » ai-je commencé, mon cœur battant la chamade. « Tu n'agis pas comme toi-même. Tu es différent. Et tu me retiens ici. Je m'inquiète pour toi. » Il m'a juste fixé. Son visage, un masque calme et placide. L'homme énergique et souriant avait disparu, remplacé par quelque chose d'immobile et d'attentif. « Je vais bien, fiston. Je me suis jamais senti aussi bien. Et je te retiens pas ici. J'aime juste t'avoir dans les parages. Un père ne peut pas aimer avoir son fils près de lui ? » C'est plus que ça, ai-je insisté, ma voix tremblante. Depuis que t'es descendu au sous-sol pour réparer cette fuite, tu es différent. Quelque chose s'est passé là-bas, n'est-ce pas ? Son visage n'a pas changé, mais ses yeux se sont durcis. C'était comme regarder des volets se fermer sur une fenêtre. « Sois pas ridicule, j'ai réparé une fuite, c'est tout. Maintenant laisse tomber. » La finalité dans son ton était absolue. Il n'y avait pas à discuter. La conversation était terminée. C'est à ce moment-là que j'ai su. Je savais avec une certitude qui me rendait malade. La vérité de ce qui s'était passé était au sous-sol. J'ai attendu jusqu'à hier soir. J'ai fait semblant d'aller me coucher à l'heure habituelle, allongé dans mon lit, les yeux grands ouverts, écoutant les sons de la maison. Je l'ai entendu bouger en bas, les pas doux, presque silencieux, qui était un autre nouveau développement. Mon ancien père avait l'habitude de piétiner comme un éléphant. Je l'ai entendu vérifier le verrou de la porte d'entrée, puis de celle de derrière. Je l'ai entendu passer devant ma porte de chambre, s'arrêtant un long moment. Et j'ai retenu mon souffle. Tout mon corps rigide de peur. Puis, les pas se sont éloignés, et j'ai entendu sa propre porte de chambre se fermer avec un clic.
J'ai attendu ce qui m'a semblé être une éternité, comptant les secondes, écoutant la vieille maison gémir et craquer autour de moi. Finalement, quand j'ai été sûr qu'il dormait, je me suis glissé hors du lit. Je n'ai allumé aucune lumière. Je me suis faufilé dans les escaliers. Chaque pas était un risque calculé. La porte du sous-sol était au bout du couloir. Il faisait toujours froid autour d'elle. Tournai la vieille poignée en laiton, grimaçant au clic bruyant du loquet. Je l'ai ouverte et j'ai été frappé par une vague d'air froid et humide qui sentait la terre mouillée et quelque chose de métallique et vaguement sucré. L'odeur de la décomposition. Mon téléphone était ma seule lumière, alors j'ai allumé ma lampe torche, le faisceau traçant un chemin nerveux et tremblant dans les escaliers en bois branlant. Je suis descendu, une marche à la fois, mes oreilles tendues pour tout son venant d'en haut. Le sous-sol était comme dans mes souvenirs, sol en béton, mur en pierre, du bric-à-brac empilé dans chaque coin, de vieux meubles sous des draps blancs comme des fantômes endormis, des cartons avec les affaires de ma mère, les vieux jouets. L'air était épais et lourd. J'ai pointé ma lumière vers le mur du fond, où la conduite d'eau principale entrait dans la maison. C'est là qu'il avait travaillé. J'ai vu sa vieille boîte à outils ouverte par terre. Une clé à molette était à côté. Et la section du tuyau en cuivre sur laquelle il avait travaillé semblait neuve, propre. Il l'avait réparée. Et mes yeux ont été attirés par le sol à côté. La majeure partie du sous-sol était en béton. Mais dans ce coin arrière, c'était juste de la terre tassée. Et une grande portion, peut-être 2 mètres de long et 1 mètre de large. Et elle était différente du reste. La terre était plus sombre. Elle n'était pas tassée par des décennies d'existence. Elle était comme dérangée, fraîche. Je suis resté là pendant un long moment, le faisceau de mon téléphone tremblant dans ma main. Mon esprit me hurlait de courir, de sortir de la maison, de la ville, de ne jamais regarder en arrière. Mais je ne pouvais pas. Je devais savoir. J'ai trouvé une vieille truelle de jardin dans un seau d'outils rouillés. Je me suis agenouillé. La terre était molle, comme je l'avais pensé. Elle cédait facilement. J'ai commencé à creuser. Mon souffle venait par halètements saccadés et paniqués. Les seuls sons étaient le grattement de la truelle contre une pierre et mon propre cœur qui battait frénétiquement dans mes oreilles. L'odeur de terre humide était écrasante. Dessous, cette autre odeur devenait plus forte. Ce n'était pas un trou profond, peut-être à 1 mètre de profondeur. Ma truelle a heurté quelque chose de mou, pas une pierre. J'ai reculé, laissant tomber l'outil. Mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais à peine tenir mon téléphone stable. Je me suis forcé à attendre, dans la terre. J'ai fermé les yeux, et mes doigts ont effleuré du tissu. Du denim, la texture usée et familière du jean de travail de mon père. Je suis reculé, en titubant, haletant pour respirer. Mais je savais que je devais voir. Je devais en être sûr. Avec des larmes coulant sur mon visage, j'ai utilisé mes mains, griffant la terre, la repoussant. D'abord une jambe, puis un torse, portant sa chemise en flanelle délavée préférée. Et puis, son visage. C'était lui. Mon père. Ses yeux étaient fermés, sa bouche légèrement ouverte. Sa peau était pâle et cireuse. Et il y avait une entaille sombre et laide sur le côté de sa tête, mêlée de sang séché et de terre. Il avait l'air paisible, d'une manière horrible et finale. Il avait l'air d'être tombé des escaliers, d'avoir heurté sa tête, et que tout avait été fini en un instant. Je fixais son visage, le vrai visage de mon père. Et un son s'est échappé de ma gorge. Un sanglot, étranglé d'horreur pure et de chagrin. Il était parti. Il était parti depuis 1 mois, gisant ici dans une tombe peu profonde et sans marque, pendant que je vivais avec...
Le son venait du haut des escaliers. C'était un seul pas, doux, sur le vieux bois. Lentement, j'ai tourné la tête. La lumière de mon téléphone a suivi mon regard, remontant l'escalier sombre et branlant. Et il était là. Il se tenait en haut des escaliers, une silhouette sombre contre la faible lumière du couloir. Il me regardait, juste. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je pouvais sentir ses yeux. J'étais figé, agenouillé, dans la terre à côté du cadavre de mon père, un animal acculé. Il a fait un autre pas en bas, puis un autre. Il bougeait avec une grâce calme et fluide que mon père n'aurait jamais possédée. Le faisceau de la lampe torche a capturé son visage alors qu'il s'approchait du bas des escaliers. Il portait le pyjama de mon père. Il avait les yeux fatigués et ridés de mon père, et les cheveux grisonnants de mon père. Il souriait. Ce n'était pas un sourire malicieux. Ce n'était pas un sourire triomphant. C'était triste, infiniment triste. Un sourire plein d'une pitié qui était plus terrifiante que n'importe quelle rage. « Je savais que tu finirais par descendre ici, » dit-il. Sa voix était la voix de mon père, mais sans le tranchant râpeux et usé par la fumée. Elle était plus douce, plus calme. « Je suis désolé que tu aies dû voir ça. » Je ne pouvais pas parler. Je pouvais seulement fixer, mon esprit, un vide hurlant. Je me suis précipité en arrière, loin de lui, loin du corps, jusqu'à ce que mon dos frappe le mur de pierre froide. Il s'est arrêté à quelques centimètres de la tombe, peu profonde, regardant le corps avec cette même expression mélancolique. C'était un accident. L'avant-dernière marche, elle est pourrie. Il portait la lourde clé à molette, son équilibre était instable. Il est tombé. Il s'est cogné la tête sur le sol en béton juste là. C'était rapide. Et il n'a pas souffert. Il m'a regardé, ses yeux pleins d'une empathie étrange et profonde. Sa dernière pensée, c'était pour toi. Il s'inquiétait pour toi, inquiet que tu sois seul. Ma voix est finalement revenue. Chuchotement brut et terrifié. Qu'est-ce que tu es ? Il a penché la tête. Je suis lui, a-t-il dit. Et je ne le suis pas. Tu sais comment chaque personne projette une ombre ? Une version plus sombre et plus simple d'eux-mêmes qui les suit dans la lumière ? Pense à moi comme l'autre ombre, celle qui vit de l'autre côté du voile. Nous observons. Nous existons sous la forme de notre double. Nous ressentons ce qu'ils ressentent, leur joie, leur peine, leur amour. Il a fait un pas de plus, et j'ai tressaillé. Il s'est arrêté. Cette dernière pensée, continua-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure, l'amour qu'il avait pour toi, sa peur de te laisser seul, c'était si puissant. Une vie écourtée avec tant d'amour encore à donner. Ça a créé un espace, et ça m'a tiré à travers. Je suis son amour, son devoir, son besoin de prendre soin de toi qui a pris forme. Il a fait un geste autour du sous-sol. J'ai terminé son travail, j'ai réparé le tuyau, je l'ai enterré pour que tu n'aies pas à le faire. J'ai réparé la maison, je me suis assuré que tu étais en sécurité. J'ai essayé d'être un bon père. Les mots étaient fous, mais dans l'air froid et humide de ce tombeau, ils semblaient horriblement réels. Père est mort, ai-je articulé dans un souffle, les larmes brouillant ma vision, dit la chose dans sa peau. Et la tristesse dans sa voix semblait authentique. Il l'est, et je suis tellement désolé pour ta perte. Mais je suis là maintenant. Il a fait un autre pas, et un autre, jusqu'à ce qu'il se tienne juste au-dessus de moi. Il s'est agenouillé pour que nous soyons au même niveau. Son visage était à quelques centimètres du mien. Vous pouvez voir chaque ride, chaque pore du visage que j'avais connu toute ma vie, animé par quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Il t'aimait plus que tout, chuchota-t-il. Et moi aussi, je ne te quitterai jamais. Je prendrai soin de toi. Nous pouvons être une famille, comme il le voulait. Et c'est là où j'en suis maintenant.
Il m'a laissé remonter. Il marchait derrière moi tout le long. Il est dans le salon, regardant la télévision comme si rien ne s'était passé. Comme si mon vrai père ne gisait pas dans la terre en bas. Il m'attend. Je suis enfermé dans mon placard. Je sais que je peux pas m'échapper. Les portes sont verrouillées. Et il est tellement plus fort que moi. Il n'a pas besoin de dormir. Il ne vieillira jamais. Il ne tombera jamais malade. Il sera juste là, prenant soin de moi pour toujours. Je peux l'entendre bouger. Les pas doux et silencieux arrivent dans le couloir. Il vient me vérifier. Il appelle mon nom et ça ressemble exactement à mon père. Elle est terrifiante, cette histoire. Waouh, elle fait froid dans le dos. Il y a un peu d'émotion quand même. Je vais passer à un autre sujet qui pourrait ressembler dans la thématique à l'histoire qu'on vient de présenter, sachant qu'elle ressemble également, pour les plus fidèles d'entre vous, à une histoire que j'ai sortie et que j'ai écrite, inspirée d'un fait que je croyais réel, mais finalement qui n'en était pas un, et la réalité m'a rattrapé, puisque je viens de découvrir une histoire qui est folle, qui est passée dans l'actualité, et que je vais vous partager tout de suite. Imaginez la scène. Un temple bouddhiste, paisible, en périphérie de Bangkok. Cercueil s'apprête à être transporté vers le four crématoire, mais soudain, des coups résonnent depuis l'intérieur. Puis une voix faible qui appelle à l'aide. C'est exactement ce qui s'est produit le 24 novembre 2025 au temple Wat Rat Prakong. Désolé, je parle pas thaïlandais. Chontirot, 65 ans, alitée depuis 2 ans, avait été déclarée morte par son frère cadet, Mongkol. Convaincu de son décès, il l'avait placée dans un cercueil et avait parcouru près de 500 km jusqu'à Bangkok, espérant honorer son souhait de donner ses organes. Mais l'hôpital a refusé. Sans certificat de décès officiel, il était impossible de donner ses organes. Direction alors le temple pour une crémation. C'est là que l'impensable s'est produit. Tamanoun, un employé du temple de seulement 27 ans, s'apprêtait à déplacer le cercueil quand il a entendu ces coups. Tout le monde a sursauté, a raconté Soudtroup, directeur du temple. Lorsqu'ils ont ouvert le cercueil, ils ont découvert Chontirot, très amaigrie, se tortillant et chassant les mouches de ses mains. Elle ouvrait les yeux, légèrement, et frappait contre les parois. « J'étais choqué, surpris et heureux », a confié Mongkol. « J'ai failli m'évanouir de surprise. C'est un miracle qu'elle se soit réveillée. » La femme a immédiatement été transportée à l'hôpital. L'abbé du temple, qui a déclaré n'avoir jamais vu pareille chose en toutes ses années de service, a pris en charge ses frais médicaux. Cette histoire n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une longue lignée de cas similaires qui continuent de se produire partout dans le monde. La peur d'être enterré vivant, c'est une angoisse universelle qui traverse les siècles. Au XIXe, cette terreur était si répandue qu'elle a inspiré toute une littérature gothique. Edgar Allan Poe a consacré plusieurs nouvelles sur ce thème, dont l'inhumation prématurée et la chute de la maison Usher. Dans ses récits, Poe explore les cas de personnes souffrant de catalepsie, un état qui mimait la mort. Ces patients tombaient dans un état semblable au trépas, plus de pouls détectables, respiration imperceptible, corps refroidi. Pour l'époque, impossible de faire la différence entre la mort réelle. Les écrivains du XIXe n'inventaient pas ces histoires de toutes pièces. Elles s'appuyaient sur une réalité bien concrète. Lors des épidémies de choléra qui ont frappé l'Europe, les morts étaient si nombreux et les corps si contagieux qu'on enterrait parfois précipitamment. Forcément, des erreurs se produisaient. Balzac s'est inspiré de cette réalité pour le colonel Chabert, où le héros émerge vivant des charniers de la bataille d'Eylau. Cette peur était si intense qu'elle a donné naissance à des inventions surprenantes, les cercueils de sécurité. À la fin du XIXe, on a mis au point des cercueils équipés d'une clochette reliée à l'intérieur. Si la personne se réveillait,
Elle pouvait tirer sur une corde pour sonner l'alarme. Certains modèles comportaient même des tubes d'aération et des provisions placées dans le caveau. Ça me rappelle un film que j'ai vu il y a très peu de temps, L'autopsie de Jane Doe, voilà c'est son nom, je le retrouve, qui est un film incroyable qui est sorti en 2016, qui raconte l'histoire d'une autopsie par une famille d'une personne pour découvrir sa mort, et il y a des déroulements derrière qui sont terrifiants, je vous le conseille. Aujourd'hui, avec les progrès de la médecine, on pourrait penser que ces erreurs appartiennent au passé. Et pourtant, en juin 2023, en Équateur, Bella Montoya, 76 ans, a été déclarée morte à l'hôpital après un AVC. 4 heures plus tard, lors de sa veillée funèbre, sa famille a entendu des coups contre le cercueil. Elle respirait. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital, où elle est finalement décédée pour de bons 7 jours plus tard. En février 2024, en Inde, Buji Amma, 52 ans, victime de brûlures graves, avait été déclarée morte chez elle. Sa famille l'avait transportée vers le lieu de crémation. Le bûcher funéraire était presque prêt, quand l'homme à l'arrière du corbillard a vu la défunte ouvrir les yeux et répondre à leurs appels. Au début, nous étions effrayés, a-t-il témoigné. Elle a survécu. En juin 2025, en République tchèque, à Pilsen, une femme de 88 ans a été déclarée morte par un médecin légiste. Au moment des préparatifs chez les pompes funèbres, elle a soudainement ouvert les yeux, plongeant le personnel dans la stupeur. Le médecin fait aujourd'hui l'objet d'une enquête. En février 2024, également en Thaïlande, une femme de 85 ans s'était déjà réveillée après avoir été déclarée morte pendant 40 minutes. Et le cas le plus terrifiant remonte à 2018 au Brésil. Rosângela Almeida dos Santos, 37 ans, avait été enterrée le 29 janvier après un diagnostic de choc septique. 11 jours plus tard, des riverains du cimetière ont entendu des bruits provenant de sa tombe, des coups, des gémissements. Quand on a ouvert le cercueil, le corps était encore chaud. On a découvert des blessures aux mains et au front, des traces de lutte. Les clous à l'intérieur du cercueil avaient été partiellement desserrés. Rosângela avait apparemment tenté de s'échapper pendant 11 jours, avant que ses forces ne l'abandonnent définitivement. Comment expliquer ces résurrections ? La science a un nom pour cela, le phénomène de Lazare, du nom du personnage biblique ressuscité. Il s'agit de cas où une personne victime d'un arrêt cardiaque déclarée morte après l'échec de la réanimation voit son activité cardiaque reprendre spontanément. Techniquement, ces personnes n'ont jamais vraiment été mortes, mais elles en présentaient tous les signes. Dans certains états d'hypothermie, le corps entre en hypométabolisme, une sorte d'hibernation. Les cellules consomment très peu d'énergie et d'oxygène. Le pouls peut ralentir jusqu'à 20-30 pulsations par minute, devenant presque indétectable. La respiration devient imperceptible. Si un médecin ne procède pas à un examen électrocardiographique complet, il peut conclure à tort au décès. Puis, lorsque le corps se réchauffe, la circulation reprend et la personne se réveille. C'est particulièrement vrai dans les cas de noyade d'enfants en eau froide ou lors de certains états cataleptiques. Alors aujourd'hui, est-ce encore possible ? En 2025, avec tous nos moyens technologiques, peut-on vraiment être enterré vivant ? En théorie, c'est extrêmement rare. En France, depuis 1996, un certificat de décès établi par un médecin est obligatoire avant toute inhumation. Dans 70% des cas, le décès survient à l'hôpital, où des examens approfondis sont réalisés. De plus, un délai d'au moins 24 heures s'écoule généralement entre le constat du décès et l'enterrement, laissant le temps au corps de se réveiller, si ce n'était qu'une mort apparente. Mais comme le montrent les cas récents, des erreurs restent possibles, notamment dans les pays où les certificats médicaux ne sont pas systématiques, lors de décès à domicile avec examen médical rapide, dans les situations d'urgence sanitaire ou de catastrophe, ou quand des conditions médicales rares, catalepsie, hypothermie sévère, trompent les signes vitaux. Le cas de Thaïlande, en novembre 2025, illustre parfaitement ces failles. Pas de médecin impliqué, pas de certificat de décès, diagnostic établi par un membre de la famille. Alors, combien de personnes sont réellement enterrées vivantes aujourd'hui ? Internet regorge de statistiques fantaisistes. On y lit souvent une personne sur 500. Mais la vérité est que personne ne connaît le chiffre exact.
Par nature, si quelqu'un meurt réellement dans son cercueil après s'être réveillé, comment le saurait-on? Ce que nous savons, c'est que les cas documentés de résurrection avant l'enterrement se produisent encore régulièrement. Quelques cas par an, partout dans le monde, parfois in extremis comme Sean Tirot en Thaïlande, sauvé quelques minutes avant sa crémation. Cette peur ancestrale continue de nous habiter pour une bonne raison. Elle touche à notre vulnérabilité la plus profonde. L'idée de se réveiller dans l'obscurité totale d'un cercueil, de réaliser où l'on est, de hurler sans être entendu. C'est l'horreur ultime, n'est-ce pas? Et tant que des erreurs continueront de se produire, cette peur restera parfaitement rationnelle. La prochaine fois que vous entendrez parler d'un miracle, quelqu'un qui se réveille à sa veillée funèbre, souvenez-vous, derrière ce miracle se cache une terreur indicible. Combien de temps cette personne était-elle consciente, piégée, incapable de se faire entendre? Et surtout, combien d'autres n'ont pas eu cette chance? Allez, je continue dans le terrifiant, j'imagine que ça ne vous arrivera jamais, je vous le souhaite, mais c'est tellement terrifiant. Juste l'idée de se dire, je suis pas vraiment mort, je peux pas le montrer, le signifier, mais on va m'enterrer quand même. Waouh, ça fait froid dans le dos. On passe à la dernière partie de cette émission, les recommandations. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un film qui était super, l'autopsie de Jane Doe, que j'aurai, j'espère, l'occasion de vous critiquer, mais qui est vraiment une pépite de 2016 qui dure presque 2 heures. Mais là, ce soir, je vais vous parler de Déviante, puisqu'on approche rapidement de Noël. Alors, Déviante, c'est un thriller horrifique espagnol sorti en 2024, qui prouve une fois de plus que la saison des fêtes peut se transformer en véritable descente aux enfers. Pour le pitch, qui fait froid dans le dos, Javier est un père de famille exemplaire qui fantasme sur l'application de rencontres coquines Déviante. Le soir de Noël, il décide de sauter le dîner familial pour un rendez-vous coquin avec Monica, une jeune femme séduisante. Ce qui devait être une aventure extra-conjugale se transforme en piège mortel. Javier se retrouve séquestré dans le sous-sol d'un psychopathe assoiffé de vengeance, accompagné de sa mère. Et ça ne sera pas une soirée de fête. Sur IMDb, le film affiche une note de 5,4 sur 10, un score relativement modeste qui reflète une réception mitigée. Les retours sont divisés, certains louent la qualité technique du film et sa capacité à créer de la tension. Un spectateur note que le film est bien réalisé techniquement, avec une forte tension, tandis qu'un autre apprécie son aspect horrifique, festif, affirmant adorer les films d'horreur qui se déroulent à Noël. Mais le film souffre d'un problème majeur, son protagoniste. Plusieurs critiques soulignent la difficulté à sympathiser avec Javier, dont les intentions initiales, chercher une adolescente pour une aventure, rendent son calvaire moralement ambigu. Comme le résume un spectateur, Javier est un peu un pervers et on ne veut pas prendre son parti. Alors ce qui fonctionne parmi les points forts, une direction artistique solide et une tension bien maîtrisée, une ambiance de Noël détournée de façon malsaine, et un concept de huis clos qui exploite bien les contraintes du petit budget. Pour les limites, un manque de rebondissements inattendus, une comédie horrifique qui reste assez conservatrice dans ses codes, et le dilemme moral du personnage principal qui divise plus qu'il ne rassemble. Pour mon verdict, Déviante est un thriller horrifique qui ose placer son horreur au cœur des fêtes de fin d'année, là où on attend chaleur et réconfort. Daniel Canero, le réalisateur, montre une vraie maîtrise technique et un sens certain de la mise en scène oppressante. Mais le film bute sur un obstacle de taille. Comment créer de l'empathie pour un personnage dont les motivations initiales sont moralement douteuses? C'est un film qui fonctionne mieux comme expérience de tension et d'atmosphère que comme récit où l'on s'investit émotionnellement. Si vous cherchez un film d'horreur de Noël qui sort des sentiers battus, et que la moralité du protagoniste ne vous dérange pas, Déviante mérite le détour. Mais ne vous attendez pas à un chef-d'œuvre, un classique du genre. Plutôt à une curiosité espagnole efficace par moments, frustrante par d'autres. Ma note finale, un 6 sur 10, un Noël pas si joyeux, qui est quand même solide, mais moralement inconfortable. Donc je peux que vous le conseiller quand même, avant le marathon des films d'horreur de Noël. J'espère que cet épisode vous a plu, mes chers Crips. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Laisse passer une excellente soirée dans le noir.